дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на площадке штаба по защите бизнеса и инвесторов города Москвы. Мы продолжаем серию наших международных вебинаров с зарубежными гостями, главами ведущих зарубежных ассоциаций бизнеса в России. Хочу сразу сказать, что сегодня нас ожидает небольшой сюрприз, поскольку беседа будет вестись на французском языке, поскольку в гостях у нас наш французский друг, товарищ, соратник, партнер штаба Эммануэль Киде, президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Alors, je passe en français. Chers collègues, nous sommes très heureux de pouvoir vous dire la bienvenue sur la plateforme du Quartier général pour la protection des droits des entrepreneurs et des investisseurs de la ville de Moscou. Et nous avons aujourd'hui comme notre invité d'honneur très spécial le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, Emmanuel Kidé. Emmanuel Kidé, il est aussi cofondateur du journal francophone Le Courrier de Russie et de la fondation caritative Samu Social Moskva, et associé d'audit à Ernst & Young, la Russie et la CES à Moscou. En 1985, Emmanuel était diplômé de l'école European Business School Paris. Il est décoré, ce qui est très important pour nous, de la médaille pour la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Et la mission de la Chambre de commerce, je ne vais pas vous piquer votre pain, comme on dit en Russie, et je vous laisse, Emmanuel, de commencer en nous racontant un tout petit peu l'histoire de la Chambre, quelle est votre mission, quels sont vos objectifs. Je vous en prie. Tout d'abord, merci beaucoup Serge de m'accueillir aujourd'hui ici. Je suis ravi d'être en votre compagnie et de faire cette interview. Alors la mission de la Chambre, elle est claire, elle est tout d'abord de fédérer la communauté d'affaires française. Et parce que nous sommes une chambre franco-russe, bien évidemment, c'est de provoquer des réunions et des mises en relation entre les entrepreneurs français présents en Russie et nos amis russes qui sont membres de la Chambre et avec lesquels nous avons beaucoup de contacts. Donc la mission, c'est de les fédérer, c'est de les faire se rencontrer. Mais la mission de la Chambre, c'est aussi de promouvoir les intérêts et la défense des intérêts des entreprises françaises en Russie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Conseil économique des entreprises françaises et russes en Russie, qui est composé des principaux investisseurs et qui est coprésidé par Gennady Timchenko, qui est l'un des copropriétaires de la société Novatech, et Patrick Pouyanné, son partenaire en Russie, Total. Et nous avons aussi un troisième pied à notre chambre, qui est un think tank qui s'appelle l'Observatoire franco-russe et qui est dirigé par un chercheur, Arnaud Dubien, et qui nourrit de ses analyses politiques et économiques le Conseil économique et les membres de la Chambre. Serait-il une exagération de dire que votre chambre elle est la plus grande en Russie, parmi les chambres étrangères? C'est l'une des plus grandes en tout cas. C'est l'une des plus importantes chambres françaises à l'étranger et c'est effectivement l'une des plus grandes chambres étrangères en Russie. Et depuis combien de temps vous êtes à Moscou, Emmanuel? 25 ans. 25 ans. Et pourquoi on parle français ici? Ça, c'est une bonne question. J'ai toujours travaillé en français et en anglais. Et de ce fait, bien évidemment, je comprends le russe, mais je le parle mal. Et ça, c'est une honte. Mais je dis toujours que je ne quitterai pas la Russie avant de parler bien le russe. Donc, comme ça, je vais rester encore longtemps. Je sais que vous parlez russe très bien. Aimez-vous vivre et travailler à Moscou, dans la capitale de la Russie? On ne peut pas rester 25 ans dans un pays sans l'aimer. Et bien évidemment, j'aime particulièrement Moscou. Je suis né et j'ai été élevé à Paris. J'aime les grandes villes. Moscou est une très grande ville et dans laquelle je retrouve tout ce que je trouve à Paris, tant sur un plan culturel que sur la vie nocturne qui est bien évidemment très développée, sans compter l'excitation de la ville. Moi, j'aime les embouteillages et les pots d'échappement. Donc voilà, je suis heureux à Moscou. Moscow never sleeps. Moscow never sleeps, comme le dit la chanson. Exactement. Et pour aborder des questions plus sérieuses maintenant, comment évaluez-vous l'état des relations économiques entre la France et la Russie pour l'instant? Mais
elles sont bonnes et elles pourraient être meilleures, mais elles sont bonnes. La France est le second investisseur en Russie aujourd'hui. C'est le premier employeur étranger en Russie. Nous avons 1200 entreprises françaises qui sont présentes. Nous avons 35 entreprises du CAC 40 qui sont aussi en Russie et qui continuent à investir. Donc la présence française est très forte et c'est le reflet des liens économiques que nous pouvons avoir, mais aussi des liens politiques qui sont très forts parce qu'ils durent depuis plusieurs siècles. Tout à fait. J'avais le plaisir de lire le livre sur le voyage de Jean Sauvage à Moscovie. Ouais. Vous l'avez peut-être lu aussi. Donc nos relations datent, les premiers contacts, ça date du 15e siècle, quand les premiers bateaux sont venus à Saint-Nicolas, qui est Archangelsk d'aujourd'hui. Et les premiers commerces étaient installés là, à Moscovie, Moscou. Saint-Pétersbourg n'existait pas là à l'époque. Et donc, bien sûr, ces relations qui datent depuis très, très, très longtemps. Et qui ont été formalisées par Pierre le Grand lors de sa venue à Versailles il y a exactement 3 siècles. 3 siècles. Ouais. Donc, vous allez fêter ça? Nous l'avons fêté ensemble à Versailles il y a 1 an. Très bien. Emmanuel, comme vous le savez, notre QG, attention pour les écouteurs français, parce que QG n'a rien à voir avec le militaire. Donc on parle du quartier général pour la protection des droits des entrepreneurs. Il est présidé par le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. C'est un organe collégial. Et bien sûr que nous comptons parmi nous non seulement les plus grands départements de l'économie et d'investissement, mais aussi les départements des utilités, le département du transport, des infrastructures et plein d'autres. Donc nous avons à cet effet des pouvoirs à résoudre des problèmes des investisseurs et des gens d'affaires qui sont implantés à Moscou. Je parle de Moscou. À votre avis, quels sont les principaux objectifs de la coopération de la Chambre avec la mairie pour l'instant, et notamment avec le QG? Avec le QG. D'abord, nous avons le plaisir de rencontrer le maire, M. Sobyanin, tous les ans. Nous l'avons rencontré en avril dernier, et avec les principaux investisseurs français à Moscou. Et c'est toujours très utile, parce que les investisseurs qui sont avec nous présentent leurs projets, présentent leurs difficultés, et M. Sobyanin, avec ses équipes, nous aide à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, c'est les relations des entreprises avec la mairie pour qu'elles prennent conscience des problèmes existants et pour qu'elles puissent nous aider à les régler. Donc, il y a toujours des problèmes. C'est vrai dans tous les pays du monde, mais la Russie ne fait pas exception. Le premier problème est souvent un problème bureaucratique. C'est que le poids de la bureaucratie est élevé en Russie. Je dis souvent que c'est la France qui a inventé la bureaucratie, mais que la Russie l'a affinée, et l'a affinée à souhait. Donc ça rend les choses souvent un petit peu lourdes à manier. Et la mairie nous aide à passer toutes les barrières de la bureaucratie. C'est exactement pour cela que travaille aussi le quartier général. On essaie de dépasser ces barrières et de rendre les solutions plus faciles à obtenir. En parlant un peu de la chambre même. Donc, vous avez commencé vos activités en Russie quand? C'était dans les années 90? C'était en 2000? Alors, la Chambre a été fondée en 1997. 97. Elle est née d'une initiative personnelle, et j'en suis l'un des fondateurs, et j'en suis le président depuis 2007. J'étais trésorier avant. Mais elle est née du besoin en 97 des entreprises de se réunir entre elles, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises qui étaient présentes, mais qui ne se parlaient pas. Donc il y a eu un besoin de créer cette chambre de façon à ce que les gens puissent se parler. Donc dans un premier temps, c'était juste une chambre française, mais qui a permis vraiment aux gens de se parler et de comprendre comment opérer en Russie. C'était très différent en 1997. Par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc c'était quelque chose d'extrêmement utile pour accroître la présence française et aider la Russie à mieux et à adapter son climat d'investissement. Et combien d'entreprises françaises est-il actuellement à Moscou?
À Moscou, c'est difficile à dire, mais sachant qu'il y a 1200 entreprises françaises en Russie, vous pouvez dire qu'il y en a une large majorité, bien évidemment, à Moscou. Donc, ça doit être près de 1000 autour de Moscou. 2000. 1000. 1000. Ouais. Et donc, il s'agit plutôt des PME ou des entreprises du CAC 40 qui ont leur quartier général ici? C'est surtout des PME, parce Des que PME. les grandes entreprises, elles sont... Il y a une 40 ou une cinquantaine de grandes entreprises françaises qui sont présentes en Russie, et dont le quartier généraux sont à Moscou, enfin, toutes sauf une. Toutes les autres sont plutôt des PME, voire des TPE, donc des entreprises unipersonnelles, et qui sont des entrepreneurs français présents ici, qui ont créé leurs propres entreprises. Donc, ce qui montre une chose, c'est qu'on peut créer son entreprise en Russie et on peut faire du commerce en Russie, ce que tout le monde ne réalise pas lorsqu'on est en France. Et quels sont les secteurs principaux d'activité pour les Français à Moscou? Et quand on est nombreux, on couvre à peu près tous les secteurs. Donc c'est assez simple. Alors évidemment, il y a un premier secteur qui est le secteur pétrolier, dans lequel Total a investi énormément. Vous savez qu'il y a un grand projet de LNG dans le nord de la Russie, un projet qui s'appelle Yamal. Pétrole à Moscou. Pas à Moscou, mais leurs bureaux sont à Moscou. Mais par contre, vous avez l'entreprise, il y a toute la grande distribution entre Auchan et Leroy Merlin qui, eux, sont à Moscou. Vous avez les sociétés pharmaceutiques, vous avez Renault qui a une usine dans Moscou, qui est, je pense, la seule ville au monde dans laquelle ils ont une usine, parce que généralement, les usines sont à l'extérieur de la ville. Donc, oui, vous avez une présence française qui est forte à Moscou. Très très forte. Et Renault, c'est où Renault? Renault, c'est à 5 minutes de Taganskaya. Taganskaya, donc c'est toujours MCAD. Ouais, ah oui, c'est dans le MCAD. C'est même tout de suite après le Trettié Calço. C'est notre route périphérique, nos chers spectateurs. MCAD. Ça, c'est difficile de dire, MCAD. Oui, c'est le périphérique. Et les entreprises de quelle industrie française sont-elles représentées à Moscou, principalement? Donc, j'ai compris que tous les secteurs sont vraiment représentés, mais peut-être qu'il y a des secteurs qui sont plus représentés que les autres. Vous avez ce que vous voyez en tant que public, c'est bien évidemment toutes les enseignes de la grande distribution. Donc, vous voyez Auchan, Leroy Merlin, mais vous avez aussi le luxe. Chanel, Moët Hennessy, Île de Beauté ou Sephora, c'est la même chose en fait. Vous avez toutes les chaînes de distribution, j'en oublie, mais il y a l'Occitane, Yves Rocher, donc toutes ces chaînes qui existent dans Moscou et que, en tant que particulier, vous voyez en marchant dans les rues. Mais il y a aussi les entreprises que vous voyez moins, mais que vous trouvez dans les magasins, comme Sanofi, les produits pharmaceutiques, Servier, aussi des produits pharmaceutiques que vous trouvez dans les magasins. Et il y a bien évidemment aussi tous les produits que vous trouvez dans la grande distribution, les produits alimentaires, tous ceux qui ne sont pas sous sanction en tout cas, mais que vous trouvez en Russie, et notamment tout ce qui est alcool, et qui est très présent. Du bon vin français. Du bon vin français. Cognac, Armagnac. Exactement. J'aime beaucoup. J'en suis ravi. Alors, pour parler, vous avez parlé des industries qui sont présentes. Vous avez parlé du luxe, aussi secteur du luxe. Mais ce sont souvent les marques qui vendent leurs produits, qui ne produisent pas ici, mais qui vendent. Donc pour eux, la Russie, c'est un marché tout d'abord. Tandis que nous, à Moscou, nous nous intéressons bien sûr à la localisation. Et Moscou essaie de fournir des opportunités de localisation, notamment à travers les zones économiques spéciales qui sont présentes à Moscou, avec les régimes fiscaux et les régimes de douane favorables pour les entreprises. Donc, je connais en fait des exemples comme Orpea, qui est en train de localiser leur hôpital, là dans le cluster international médical à Moscou.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet d'Orpea tout d'abord et peut-être aussi d'autres projets que vous connaissez qui veulent s'implanter et localiser à Moscou leur production? Alors, je ne connais pas le projet d'Orpea dans le détail, mais effectivement, si j'ai bien compris, c'était la construction d'une clinique, d'un centre médicalisé, plus exactement, si j'ai bien compris ce que voulait faire Orpea. Euh, c'est c'est un service, un hôpital. C'est pas vraiment un centre de production comme Renault est un centre de production. Il produit des voitures. Ils ont localisé la production sur place. Ce dont vous parlez, c'est plus des services qui sont rendus ici, à l'intérieur d'une maison médicalisée. Euh, et ça, vous avez plusieurs entreprises qui peuvent le faire. J'essaie de réfléchir à des exemples, mais vous avez plusieurs sociétés de services qui ont localisé leur production, si on peut appeler cela ainsi une production, mais c'est un peu différent, qui ont localisé leurs services en Russie. Vous avez toutes les sociétés de consulting, vous avez des sociétés vous avez même une société de production de films française qui est présente en Russie et qui est présente à Moscou. Vous dites quelle société? J'ai oublié le nom de la société, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais ils sont présents, ils font des films à Moscou. Vous avez des agences de publicité, bien évidemment, hein, telles que Publicis et d'autres qui sont présentes ici et qui ont localisé leurs services ici. En production pure à Moscou, le seul exemple que je connaisse réellement, c'est Renault. C'est très gros, hein, parce que Renault, ils produisent à peu près 120 000 voitures par an dans leur usine, ce qui est une belle usine. Mais je n'ai pas d'autres exemples d'usines au sein de la ville. Il y en a à l'extérieur, il y en a dans la région de Moscou, mais qui vous intéressent moins. Un peu moins. Mais ça nous intéresse toujours parce qu'ils Oui. sont tous russes. Ouais. Et donc, Renault, est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes pendant leur localisation? Pourquoi ce choix de Moscou particulièrement? Parce qu'au niveau de la main-d'œuvre, du coût de main-d'œuvre, par exemple, on aurait pu penser à d'autres régions, mais on a fait particulièrement à Moscou. Donc, quels étaient les plus grands défis pendant ce projet? Et à votre avis, pourquoi Moscou? Pourquoi Moscou au départ? Parce que vous aviez une usine qui était Moskvitch, qui était une usine sur le déclin. Et ça a permis de sauver l'usine de Moskvitch. En la reprenant, Renault a repris une partie du personnel et a pu faire revivre cette usine qui vraiment mourait. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Renault s'est installé sous pression amicale de la mairie de Moscou de l'époque. On parle de la fin des années 90. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont venus ici. On leur a donné beaucoup d'avantages pour qu'ils puissent s'implanter et refaire vivre cette usine. Mais vous avez raison, la contrepartie de cela, c'est que ça coûte aussi un peu plus cher parce que la main-d'œuvre est plus élevée. Mais je ne crois pas que Renault remette en cause son investissement aujourd'hui, même si vous savez qu'ils ont racheté Avtovaz avec l'Alliance, hein, Nissan et Lada. Mais donc ils ont leur usine, leur énorme usine de Tolyatti, mais ils restent à Moscou et ils continuent à produire leurs modèles, des modèles Renault et même des modèles Nissan d'ailleurs, dans leur usine de Moscou. Et pouvez-vous nous donner d'autres exemples de grands projets industriels en Russie, maintenant, en Russie? En Russie, il y en a beaucoup. Vous avez le Schneider Electric qui est à Samara. Et qui a repris une usine qui avait 10 000 employés. Vous avez Legrand à Ulyanovsk qui a repris une usine avec plusieurs milliers d'employés aussi. Je ne sais plus exactement quel était le nombre d'employés à l'époque. Vous avez Danone. Danone est extrêmement présent en Russie et ils ont racheté entre autres Unimilk qui était aussi gros qu'eux. Et Danone a plusieurs centres de production en Russie. Et je ne sais plus combien d'employés ils ont, mais c'est près de 10 000 employés. Donc Danone est absolument énorme ici. Ils ont même des fermes et produisent du lait, chose qu'ils n'ont pas en France. Et il y a beaucoup d'autres exemples de production en Russie.
Et quels, à votre avis, sont les secteurs d'activité, les secteurs économiques les plus attrayants que nous avons ici à Moscou? La grande distribution en est un, clairement, puisqu'il y avait des besoins. Euh, en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont attrayants dans la Russie en général, et quand ils sont attrayants dans la Russie en général, ils le sont à Moscou. Moscou est un peu une petite Russie. Donc tout ce qui est attrayant à l'extérieur est attrayant à l'intérieur de la ville. La seule chose qu'il faut regarder pour une entreprise française qui peut venir, c'est s'il existe un marché. Et il y a beaucoup de chances qu'il existe un marché pour ces produits. À partir du moment où il existe un marché, elle peut s'implanter n'importe où. Tout à fait. Le marché moscovite, ça représente 14 millions au moins d'habitants. Au moins. Au Ouais. moins. Et il y avait une étude qui était effectuée assez récemment sur le nombre des SIM-cartes actives tous les jours à Moscou. C'était soit 24, soit 25 millions tous les jours des SIM-cartes qui sont actives. Oui, donc donc si vous c'est au moins. ajoutez... Bon, c'est un grand marché qui est comparable de Ouais. par sa taille avec certains pays européens, je pense. Ah ben, c'est même beaucoup plus grand que beaucoup de pays européens. Et même beaucoup plus grand. Ouais. Donc, en fait, les raisons d'être économiques prévalent sur peut-être les problèmes qu'on puisse rencontrer dans la sphère politique ce dernier temps. Le- les problèmes politiques qu'il peut y avoir avec la Russie, qui sont des problèmes mondiaux, enfin, sont tristes parce que il y a un isolement de la Russie qui se fait sur la scène internationale. Isolement, alors, dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, en mettant des sanctions, on isole un petit peu la Russie. D'un autre côté, la Russie a ce sentiment d'isolement à tort, mais ils ont ce sentiment qu'on cherche à les isoler. Mais justement, les liens économiques sont importants, parce que c'est les liens économiques qui vont permettre de garder un dialogue entre les différents pays et la Russie, et entre autres entre la France et la Russie. Et c'est la raison pour laquelle on insiste réellement sur ce dialogue économique. On parle beaucoup au gouvernement français de façon à maintenir ce dialogue, et je dois dire que le gouvernement français est très à notre écoute. On revient d'une mission de sensibilisation auprès des autorités françaises à Paris. Et nous sommes allés à l'Élysée, nous sommes allés au Quai d'Orsay, nous sommes allés à Bercy, nous avons rencontré des sénateurs, nous avons rencontré des députés, et tout le monde nous a reçus et nous a posé énormément de questions sur la Russie, sur ce qui s'est passé, sur l'implantation des entreprises françaises. Donc, je pense que ce dialogue économique est clé pour aplanir les difficultés politiques qui puissent exister. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Et il y a un autre chiffre auquel je voudrais faire référence. Il y a 2 ans, vous avez parlé dans une interview, j'ai oublié quel était le journal, vous avez dit qu'il n'y avait aucune entreprise française qui a quitté la Russie depuis l'année 2014, donc l'année qui est connue tristement pour les sanctions mutuelles. Euh, et est-ce que la situation est toujours là? Donc les entreprises françaises restent toujours à Russie, à Moscou, il y en a pas celle qui... Et nous sommes en 2019 et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que non seulement les Français continuent à investir, mais ils n'ont pas quitté la Russie. Je vous disais, la France est en cumulé le second investisseur en Russie, mais en flux, c'était le premier investisseur en 2014, 2015, 2016. C'était le second, le troisième en 2017, la même chose en 2018. Et il y a des chances qu'en 2019, on passe premier. Si on n'est pas premier en 2019, on devrait l'être en 2020. Donc la France continue à investir et à investir grandement. En fait, vous prenez les places de ceux qui ont quitté le pays, par exemple. Ouais, il n'avait qu'à pas partir. Euh, Très bien, je suis vraiment ravi d'entendre ça. Je pense que c'est important pour nos écouteurs français, notamment, qui peut-être n'ont pas souvent une vision très claire des opportunités économiques qu'on a ici en Russie, à Moscou notamment. Euh, Quels sont, à votre avis, les autres atouts de Moscou comme centre d'attraction d'investissement, comme centre d'attraction des gens d'affaires pour la France notamment? Quels sont les atouts de Moscou? Moscou est une très grande ville. Vous avez toutes les infrastructures. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toute la Russie. Le problème de la Russie, c'est bien évidemment sa taille. Il peut y avoir un problème d'infrastructure lorsque vous êtes... C'est notre atout qu'il faut valoriser. Et
vous pouvez avoir un problème lorsque vous êtes au fin fond de la Sibérie, mais à Moscou, vous n'êtes pas au fin fond de la Sibérie, donc effectivement, vous avez des infrastructures existantes et qui sont excellentes. Mais vous avez raison, il faut les favoriser. Mais ça, c'est la qualité de vos infrastructures qui sont là et qu'on peut utiliser. La seconde chose, c'est qu'il y a justement un dialogue avec la ville. Le fait que nous rencontrions M. Sobyanin tous les ans, le fait que nous ayons un dialogue avec le gouvernement de Moscou par ailleurs, favorise grandement les implantations des entreprises et nous aide à régler les problèmes éventuels qu'ils peuvent avoir. Vous avez aussi le Grand Moscou. Et vous avez un homme important qui est l'ancien ministre de la ville du président Sarkozy, qui est là, Maurice Leroy, qui est français et qui a travaillé sur le Grand Paris, qui maintenant travaille sur le Grand Moscou. Et le Grand Moscou, c'est extrêmement impressionnant parce que je ne sais plus quand on regarde ce qu'est le Grand Moscou, vous avez accru la taille de Moscou d'au moins la moitié de votre territoire. Donc c'est absolument considérable. Et il y a énormément d'opportunités avec le Grand Moscou. Et là-dessus, on s'assure que les entreprises françaises, bien évidemment, aient leur part aussi. Donc vous pensez aussi, quand on parle de l'implantation, quand on parle de la localisation, les entreprises françaises peuvent penser à ce Grand Moscou, parce que c'est la raison que représente. Bien sûr que le Grand Moscou est intéressant. Vous avez le Grand Moscou, c'est comme le Grand Paris. Donc c'est énormément de travaux d'infrastructure, c'est énormément de travaux de construction, c'est énormément d'implantation, de création de villes nouvelles. Tout ça engendre énormément de travail et beaucoup d'opportunités pour beaucoup de monde. Emmanuel, c'est très intéressant ce que vous dites. Je voudrais parler maintenant, donc on a parlé des atouts, des avantages, pourquoi Moscou pourrait être attrayante pour les investisseurs. Et maintenant, parlons des problèmes. Donc, parce que vous le savez, on a déjà dit qu'ici on est dans le quartier général pour la protection des droits. Ça veut dire que certains des droits peut-être n'étaient pas respectés. Et donc nous sommes là pour protéger ces droits. Et nous faisons ça d'une façon gratuite, donc il ne faut rien payer. Si vous êtes entrepreneur, investisseur, vous venez dans le QG qui est en plein centre-ville de Moscou, vous déposez votre plainte s'il y a un problème, si jamais. Espérons qu'il y en aura pas. Mais tout de même, quels sont les problèmes que les entreprises françaises rencontrent ici à Moscou? Notamment les problèmes qui tombent dans la sphère de compétences du quartier général, parce que nous faisons cette blague souvent que nous vous protégeons contre nous-mêmes. C'est une excellente blague. Il y a une crainte lorsque vous parlez à un investisseur potentiel, c'est toujours bien évidemment la corruption. La corruption est un thème qui revient régulièrement en Russie et qui fait peur à ceux qui ne sont pas présents. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas y faire face, parce qu'on peut faire face à la corruption. La corruption, on est un peu à tous les niveaux. Mais en fait, ce n'est pas réellement un problème, parce que justement, vous existez, parce que vous êtes là. Et qu'en cas de corruption, on peut venir vous voir. Et c'est là où vous jouez votre rôle et vous pouvez nous protéger. Donc, on peut tout à fait opérer en Russie sans rentrer dans le jeu de la corruption et en bénéficiant de votre protection. Mais quand on dit bénéficier de votre protection, ce n'est pas une protection policière. C'est juste le fait que vous pouvez intervenir pour arrêter ces jeux dans lesquels nous ne rentrons pas, bien évidemment, en tant qu'investisseurs étrangers. Au niveau de la régulation et de l'administration, il y a peut-être une bonne nouvelle dont vous êtes déjà au courant, je suis sûr. Il y a la loi fédérale initiative fédérale qui s'appelle guillotine régulatrice. Vous le connaissez? J'en ai entendu parler, oui. On fait référence au docteur Guillotin, mais en fait, il s'agit de l'initiative où on essaie de couper tous les prérequis qui sont considérés comme obsolètes, comme excessifs, imposés sur le business, parce que souvent ces requis servent de fond pour la corruption. Parce qu'il y en a trop, c'est difficile à suivre, souvent il n'y a pas un seul point d'entrée pour comprendre quels sont les requis dans un tel ou tel secteur pour un tel ou tel business. Donc cette initiative, elle bat son plan déjà dans la ville de Moscou pour le secteur de restauration.
on fait ça. Et il y a une grande possibilité que ça va être aussi repliqué dans d'autres régions de la Russie. Mais c'est une excellente nouvelle parce que c'est l'une des difficultés des investissements, c'est effectivement la multiplicité des lois et qui peuvent se contredire en plus entre elles et qui nous met un peu à la merci de tout fonctionnaire zélé qui nous montre les contradictions dans lesquelles nous sommes. Mais donc cette loi est très importante pour pouvoir nous faciliter les règles d'investissement. Donc c'est quelque chose que nous apprécions grandement. Merci. Emmanuel, et pour continuer au niveau des problèmes, donc vous avez mentionné la corruption, ce qui est un problème important. En fait, est-ce que vous rencontrez ça toujours à Moscou, je ne sais pas, de la ville de Moscou, ou vous parlez plutôt du cas général de la Russie? Parce que... C'est le cas général de la Russie, ce n'est pas spécifique à Moscou. C'est le cas général de la Russie, mais quand je dis on ressent ça moins à Moscou, ou non? À votre avis, quel est votre sincèrement, justement, ce que je veux dire, c'est quand on parle de corruption, ce n'est pas quelque chose auquel on a affaire tous les jours non plus. Hein. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Voilà. On peut le rencontrer, on ne le rencontre pas tout le temps. On peut le rencontrer en région, on peut le rencontrer à Moscou. Vous dire qu'il y en a moins ou plus à Moscou, je n'en sais rien. On le rencontre, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui nous empêche de faire du business. C'est quelque chose que l'on sait justement que l'on peut éviter. Voilà. Et on peut éviter grâce aux autorités fédérales quand on est en région ou régionale, et grâce à vous lorsqu'on est à Moscou. Donc c'est un problème qui, dans la réalité, n'en est pas un, parce qu'on sait à qui s'adresser pour y faire face. Et quels sont d'autres problèmes que vous rencontrez comme entrepreneurs français? Vous avez parlé notamment des PME, des toutes petites entreprises, des TPE. Donc, alors, les autres problèmes que peuvent rencontrer les TPE sont plus des problèmes fiscaux. Parce que, en fait, les règles fiscales ne sont pas très, très compliquées en Russie, au contraire de ce que l'on croit. Mais par contre, le fisc est très actif. Alors, quand vous êtes une grande entreprise, vous pouvez y faire face. Ça vous coûte un peu d'argent parce que ça prend du temps, mais vous pouvez y faire face. Quand vous êtes une TPE, non, c'est très difficile, parce que fait le fisc dès qu'ils estiment que vous devez de l'argent? Il vous bloque vos comptes. Quand vous êtes une TPE, quand on vous bloque vos comptes, vous ne pouvez plus fonctionner. Et ça, c'est très difficile à gérer. Donc, il y a des difficultés pour les TPE de gérer leurs relations avec les autorités fiscales, ce qui est un problème pour les grandes entreprises, mais qu'ils arrivent à gérer. Voilà. Donc, le fisc, les taxes, les taxes qui ne sont pas nécessairement très élevées en Russie, hein, elles sont même plutôt moins qu'en France. il n'était pas fou, Gérard Depardieu. Il n'était pas fou. Ça, c'est à titre personnel où les taxes ne sont pas élevées. Mais par contre, la mise en application des taxes, oui, elle est compliquée. Et le fisc n'hésite pas à venir se servir sur votre compte sans vous demander votre opinion. Et surtout, vous bloque les comptes. Donc, c'est difficile à gérer. L'autre chose pour les PME qui sont difficiles à gérer, je le vois à Moscou entre autres aussi, hein, c'est que lorsque vous êtes une société et que vous voulez faire un tender, eh bien, on demande à ce que vous soyez justement un bon citoyen et donc on s'assure que vous ayez bien payé vos taxes. Sauf que, ben voilà, vous pouvez avoir vos comptes bloqués par erreur, vous pouvez avoir vos comptes bloqués parce qu'à un moment, ben, vous avez des problèmes de trésorerie et que le fisc s'est servi. Et donc, tout d'un coup, vous ne pouvez plus participer au tender parce que vous avez eu des problèmes fiscaux et que les entreprises disent pour participer à cet appel d'offres, je ne devrais pas dire un tender, mais un appel d'offres, pour participer à cet appel d'offres, dans des règles très précises où vous ne devez avoir aucun problème alors avec le fisc, puis avec d'autres choses. Mais les problèmes avec le fisc sont récurrents. Même s'il y avait un problème qui était du côté fisc, en fait. C'était pas le problème de l'entrepreneur. Oui. Ensuite, l'entrepreneur se voit rejeter pour des appels d'offres.
Et ça, c'est un problème que subit, pas les grandes entreprises, mais c'est un problème que subit les PME. Alors en fait, Emmanuel, je voudrais vous proposer déjà maintenant de déposer cette proposition, cette plainte dans la ville de Moscou, dans notre quartier général. Et nous verrons ce qu'on peut en faire parce que vraiment, c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est pas le problème des entrepreneurs, mais ils souffrent au final. Donc Oui, il faut oui, résoudre oui. ça clairement. Oui, oui. D'autant plus qu'ils n'ont pas. Il ne s'agit pas de non-respect de la loi, mais juste d'un problème du côté du fisc qui. Et puis, vous savez, quand vous gérez une petite entreprise, quand vous gérez une TPE, une PME, c'est quoi la gestion de ce type d'entreprise? En fait, c'est que de la gestion de trésorerie. Quand vous gérez une grande entreprise, c'est de la gestion de bilan, savoir où sont vos actifs, vos passifs, etc. La gestion d'une PME, d'une TPE, ce n'est que de la gestion de trésorerie. C'est la seule chose qui compte, c'est avez-vous de l'argent pour payer vos employés à la fin du mois? Et ben, vous n'en avez pas toujours. Et là, il faut pouvoir faire face à ces problèmes de trésorerie. Et c'est très difficile en Russie parce que les découverts bancaires sont interdits, que faire des emprunts, c'est bureaucratiquement très compliqué, avec des demandes de garantie qui sont extrêmement lourdes et souvent des demandes de garantie personnelle, ce qui est difficile pour un entrepreneur privé. Et de ce fait, ben, les gens se retrouvent hors la loi parce qu'ils ont eu des difficultés de trésorerie qui ne font pas d'eux des voyous. Et c'est là où il faudrait pouvoir faire la différence et voir comment on pourrait aider ces entreprises à faire face à leurs difficultés de trésorerie. Alors, je voudrais juste répondre à certaines de vos observations que je trouve très très importantes. Tout d'abord, au niveau des blocages des comptes, je voudrais juste mentionner l'initiative qu'on vient de combler, mais il y a déjà étape 2 auquel on va poursuivre. On a eu un groupe de travail avec la Banque centrale de la Russie sur le blocage des comptes, mais c'était le groupe de travail qui regardait la loi et l'application de la loi 115 sur comment dire, la guerre contre le terrorisme et le lavement de financier, comment dire ça en français. Donc, oui, les finances, en fait, c'est et le blanchiment d'argent. le blanchiment d'argent, merci. Ouais. Et le problème là était que beaucoup d'entreprises voyaient leurs comptes bloqués parce qu'il y avait des virements qui étaient dits suspects, qui étaient jugés suspects, mais qui ne l'étaient pas en fait. Et après, ça gâchait bien sûr l'historique pour le crédit, pour d'autres projets d'entreprise. Donc on a fait un manuel ensemble avec, c'était le QG, notre quartier général, c'était la Banque centrale de la Russie qui ont fait ce manuel, ce guide pour les entrepreneurs, comment les modes d'emploi de cette loi tout d'abord, comment l'interpréter, comment l'utiliser, mais aussi quelles sont les étapes et les pas concrètes à suivre pour éviter ce type de blocage. On peut procéder en faisant d'autres groupes de travail pour d'autres raisons de blocage que vous avez mentionnées. Donc c'est un autre instrument qu'on puisse élaborer ensemble. Mais ça, c'est une très bonne initiative. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est à partir de quel moment considérez-vous qu'il y a un blanchiment d'argent? Parce que les PME ou les TPE, elles font rarement de gros virements. C'est toujours des petits virements. Et pourtant, on considère quand même que c'est du blanchiment d'argent. Mais c'est souvent assez ridicule, parce que c'est pas parce que vous avez fait un virement de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros que c'est du blanchiment. Mais vous pouvez tomber sous le coup de cette loi. Donc c'est là où il faut faire attention au montant aussi, mis en cause. Je vous enverrai le manuel, peut-être avec vous plaisir. distribuerez les entrepreneurs plaisir. français pour éviter moins de ce problème. Ouais. Au niveau des emprunts, parce que vous avez aussi mentionné qu'il est difficile de faire l'emprunt, c'est vraiment l'un des problèmes. Et pourtant que je sache, selon les placements de McKinsey et d'autres groupes qui font cette recherche dans les problèmes des entrepreneurs en Russie, l'accès au fonds, l'accès au financement est l'un des problèmes principaux maintenant. C'est encore plus le problème que la corruption même. Ouais. Et pour parler de Moscou, on a 2 instruments auxquels je voudrais déjà faire référence. Tout d'abord, c'est Korporacja MSP, c'est la corporation de soutien aux PME. Donc, c'est un organe fédéral, mais qui a bien sûr des branches qui travaillent sur le niveau régional et qui donnent des garanties pour donc les entrepreneurs peuvent
que les entrepreneurs puissent prendre des Merci. garanties. puissent profiter de ces garanties-là. Et il y a aussi une autre structure, c'est une structure de la ville. C'est aussi le Fonds de Sadies Kreditavanje, donc le fonds qui favorise les crédits, en donnant aussi des garanties. Donc il donne aussi des garanties aux PME, aux TPE qui voudraient avoir un crédit, solliciter un crédit auprès d'une banque. Et soit c'est la banque qui sollicite pour eux, soit c'est eux-mêmes qui s'adressent à ce fonds pour avoir ce garantie. Donc il y a aussi cet instrument, mais tout de même le problème reste là et souvent les entrepreneurs ne peuvent pas respecter les consignes pour avoir ces garanties-là, donc ça peut poser un problème. Mais c'est là aussi une excellente initiative. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est quelles sont les règles d'application pour que les entrepreneurs puissent bénéficier de ces garanties et de ces structures que vous avez créées. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que des structures sont créées pour les aider, mais les procédures sont telles que ça devient impossible à utiliser. Donc, on dit toujours que le diable est dans le détail, mais c'est ça qu'il faut regarder. La procédure est-elle utilisable et est-elle utilisable facilement par les entreprises? Ça ne veut pas dire qu'elle doit être acceptée à chaque fois, mais est-ce qu'au moins l'application et la demande est facile? Et l'autre chose, c'est est-ce utilisable aussi pour les investisseurs étrangers? Parce que vous avez certaines choses qui ne sont utilisables que pour des Russes, par exemple. Pour les personnes non russes. Ouais. Et qui sont implantées à Moscou et enregistrées à Moscou. Alors, pour des structures morales russes, sans aucun problème, à partir du moment où, si elles sont détenues par des étrangers, ça ne pose pas de problème. C'est ce qu'il faut regarder. Par ma aussi. Connaissance, je vais regarder ça. Ouais. S'il y a cet obstacle... Bien évidemment qu'il faut que ce soit des structures morales russes, ça, on est tous d'accord. Ouais. Il faut qu'on voit ça. Ouais. Donc, s'il y a un tel problème, il faut aussi le résoudre. Ouais. Et quels sont, à votre avis, Emmanuel, les axes de coopération que vous envisagez avec notre quartier général pour l'instant? Peut-être que vous avez déjà des projets en tête, quelques idées. Vous m'en donnez, à discuter avec vous, vous m'en donnez, mais on peut voir justement on pourrait établir un groupe de travail avec les PME et les TPE membres de la Chambre et présentes à Moscou pour étudier les difficultés auxquelles elles ont à faire face et de voir avec vous justement la manière dont on pourrait améliorer leur quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble et j'en serais ravi. Tout à fait, on peut faire une rencontre avec les directeurs des départements qui sont concernés pour voir tout de suite si on peut résoudre ces problèmes ou s'il faut qu'on crée d'autres sous-groupes de travail. Vous savez, dans la Chambre, on a des groupes de travail. On a un groupe avec les PME et justement, on pourrait vous recevoir déjà dans un premier temps pour que vous puissiez parler de ce que vous faites, qu'ils vous connaissent, parce que je ne suis pas sûr qu'ils connaissent très bien le QG à Moscou. Avec Donc on pourrait vous recevoir, vous pourriez leur parler, et eux, après, pourraient vous faire part de leurs problèmes. Donc on pourrait faire un groupe de travail pour pouvoir justement préparer une rencontre avec vous et votre QG. Tout à fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut que nous procédions ensuite pour donner des résultats, des débouchés concrets à cette coopération. Emmanuel, l'un des buts de notre quartier général, c'est aussi d'améliorer le climat d'affaires à Moscou. Donc ici, le climat des affaires. Ici, on peut penser un peu plus large ce que Moscou pourrait faire encore de mieux pour attirer les hommes d'affaires de la France notamment. Bien sûr qu'il y a déjà beaucoup de Français qui travaillent, qui vivent à Moscou. Et c'est bien, ça passe de bouche à oreille, ça augmente. Mais peut-être au niveau fiscal, peut-être au niveau des douanes, sachant que c'est la responsabilité fédérale. Mais à la fois Moscou, il a le droit de proposer des initiatives et de faire des expériences à son niveau. Est-ce que Moscou pourrait faire encore quelque chose pour améliorer ce climat des affaires? On peut toujours faire des choses, mais
je vais avoir du mal à vous donner des exemples précis aujourd'hui en matière douanière. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire en matière fiscale. En matière fiscale, c'est clair, il faut apaiser les relations entre les autorités fiscales et les entreprises. Donc, et quand je vous dis ça, c'est pas avec les entreprises étrangères, c'est avec les entreprises en général, qu'elles soient de propriété russe ou étrangère, peu importe. Mais il faut que les relations soient plus simples entre les autorités russes et les entreprises. En fait, l'un doit être au service de l'autre. Donc, il doit y avoir cette notion de service entre les autorités fiscales et les entreprises qui, bien évidemment, doivent payer leurs impôts. Hein. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas payer leurs impôts. Ils doivent respecter la loi. Mais après, oui, il y aura des exemples précis. Mais ça, les exemples précis, il faudra qu'on les voit avec justement les entreprises que vous rencontreriez à la Chambre de commerce France-Russie et qui pourront vous faire part de leurs problèmes bien spécifiques. Mais il y a beaucoup de choses. Évidemment, il y a une contrainte à Moscou. Vous avez deux contraintes à Moscou. La première, c'est que, évidemment, Moscou est aussi la ville la plus chère de Russie. Parce que c'est la ville sollicitée. Mais bien évidemment. C'est aussi la ville la plus riche. Vous avez un budget, si j'ai bien compris, qui était... J'avais lu 38 milliards de roubles de budget, ce qui... c'est supérieur. Bon, ben, vous voyez, mes chiffres datent, mais donc vous êtes une ville riche, bien évidemment. Mais les prix, évidemment, sont aussi une contrainte pour les PME et les TPE, moins pour les grandes entreprises. Mais c'en est une. La seconde, c'est que il est plus difficile de trouver des employés à Moscou. Employés. Ouais, parce que d'abord, vous êtes en situation de plein emploi. Donc, il y a une tension sur les salaires qui est en faveur, bien évidemment, des employés, hein, c'est une très bonne chose. On en bénéficie tous, mais ça rend la ville plus chère. C'est-à-dire que lorsque vous allez en province, les salaires sont moins élevés. Donc ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle vous ne pouvez rien faire. Hein. C'est difficile de faire quoi que ce soit. C'est juste une difficulté auquel on doit faire face. La contrepartie, c'est qu'il y a des marchés plus importants aussi. La contrepartie, c'est que si on a un produit qui marche sur le marché moscovite, vous avez effectivement au minimum 14 millions, voire 25 millions de personnes qui sont susceptibles d'acheter votre marché. Donc ça fait un marché extrêmement important. Vous savez, Emmanuel, très très bien comment présenter les défauts comme des atouts. Merci. Bon, là, on peut poser la même question d'ailleurs à Tokyo, à Londres, mais Paris, centre d'attraction à Paris. New York, enfin toutes les grandes villes, c'est un problème de grande ville. Hein. Je vois ça. Emmanuel, est-ce qu'il y a d'autres grands sujets que vous voudriez aborder aujourd'hui? La seule chose que j'aimerais dire, il y en a deux. La première, c'est que en tant qu'investisseur français en Russie, oui, on a des difficultés, oui, ce n'est pas toujours simple, mais c'est une chance. C'est une chance d'être ici. Je pense qu'il y a on peut faire des affaires en Russie, on peut faire des affaires avec nos amis russes, on peut gagner de l'argent en Russie. Il n'y a absolument aucun problème pour rapatrier son argent. Oui. Donc, ce que je voudrais faire, c'est d'abord remercier les Russes pour nous accueillir, parce qu'on est toujours ravis d'être là, mais aussi dire aux Français qu'on peut venir, pour ceux qui ne sont pas ici et qui ont peur de la Russie. La peur est due à une mauvaise image qu'a la Russie en France, mais qui n'est pas forcément justifiée. Quand je dis pas forcément, en fait, j'aimerais dire surtout qui n'est pas justifiée. Et je recommande aux entreprises françaises qui hésitent à investir en Russie de venir, parce que c'est en venant qu'on s'aperçoit que la Russie, c'est pas du tout ce que l'on croit. Et bien évidemment, commencer par Moscou, et ne pas croire que Moscou est très différent du reste de la Russie. Oui, Moscou est différent parce que c'est une grande ville, mais c'est toute la Russie qui est développée.
Et donc, c'est les opportunités qui existent à Moscou, elles existent aussi sur le reste du territoire. Donc, je ne peux que recommander aux entreprises françaises de venir et de continuer à investir, comme le font les 35 entreprises du CAC 40 qui sont ici, et les 1200 entreprises françaises, PME et TPE, qui le sont. Donc, voilà. Emmanuel, vous avez parlé de vos rencontres annuelles avec la mairie de Moscou, qui se font avec le maire de Moscou. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ces rencontres? Qui participe à ces rencontres et quel est le suivi après? Donc, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose encore de mieux au niveau de ces rencontres? Peut-être les faire plus souvent, peut-être assurer l'encadrage des décisions qui ont été prises durant ces rencontres ensuite pour faire mieux fonctionner les choses. D'abord, il est important de rencontrer régulièrement la mairie de Moscou. La fréquence, au moins une fois par an, c'est sûr. C'est plus peut-être, mais il faut le voir au moins une fois par an. Et ensuite, la difficulté, c'est d'assurer le suivi. C'est-à-dire, ce que nous faisions chaque fois que nous rencontrons le maire, c'est nous lui expliquons ce qui s'est passé entre notre dernière rencontre et bien évidemment cette rencontre-là, pour bien voir si les dossiers ont été suivis et si les choses ont progressé. Ce qui, d'une façon générale, a lieu. Hein. Les choses progressent après nos rencontres avec le maire. Mais il y a toujours une manière de mieux assurer le suivi et ça pourrait être fait dans le cadre d'une, je ne veux pas dire d'une commission parce que c'est un grand mot, mais disons d'une petite commission par votre QG entre les membres de la mairie et les membres de la délégation qui sont venus rencontrer le maire de Moscou, et de façon informelle, mais juste pour vous tenir au courant de l'avancée de la résolution des problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est une première chose qu'on pourrait faire. La seconde chose, c'est qu'il est vrai qu'on pourrait créer, alors pour le coup, une commission plus importante, et là, avec un retour de nos membres, on pourrait questionner nos membres sur ce présent à Moscou pour qui nous donne une image fidèle des difficultés qu'ils puissent rencontrer et avoir une commission avec votre QG là où on pourrait se rencontrer très régulièrement, plusieurs fois par an, pour vous faire part d'abord des problèmes et de voir que la façon dont vous pouvez les résoudre, et des problèmes qui peuvent être des problèmes d'ordre bureaucratique, qui peuvent être des problèmes fiscaux, qui peuvent être des problèmes juridiques, droits de propriété, qui peuvent être des produits de droits de propriété, des problèmes même de droit du travail, on peut tout imaginer. Donc, et de voir ce que vous pouvez nous aider à résoudre, qui serait bien évidemment pour vous une possibilité d'améliorer le climat d'investissement d'un côté, donc d'attirer plus d'investissements pour la ville de Moscou, et puis pour nous de continuer à investir et d'investir mieux dans votre ville. Vous pensez que Moscou pourrait vraiment le faire? Parce que vous avez mentionné beaucoup de sujets qui ont une envergure fédérale. Oui, je pense qu'il y a des choses. Bien évidemment, tous les sujets peuvent être amenés au niveau fédéral, mais il y a des choses qui sont au niveau de la ville aussi. Mais même des problèmes fiscaux peuvent être au niveau de la ville. Même des problèmes du droit du travail peuvent être des problèmes avec la ville. Ça peut être des problèmes de justice avec la justice locale. Donc on peut, je pense que tout peut être vu. Puis s'il y a des choses qui doivent être élevées à un niveau fédéral, on peut les élever après au niveau fédéral. Mais faisons d'abord le tri, regardons d'abord les problèmes existants et après on regarde ce qu'on peut résoudre au niveau communal pour ensuite l'élever au niveau fédéral si on doit le faire. Très bien, merci de votre initiative. C'est un sujet très intéressant. On voudrait poursuivre cette discussion avec vous pour comprendre quels pourraient être les paramètres de cette coopération, de cette commission ou comité que vous avez mentionné. Avec grand plaisir. Je suis ravi de participer à un comité avec vous. Merci. Merci Serge. Vous pouvez dire quelques mots pour vos entreprises tout de suite ici? Venez à Moscou parce que la Russie est un grand pays. La Russie est un pays dans lequel on peut vraiment investir et on peut vraiment gagner de l'argent, ce que je viens de dire. Mais surtout, il y a une véritable passion
des Français pour les Russes et des Russes pour les Français. Et ça, je le dis souvent, mais quand on a la chance d'avoir un pays qui nous aime, eh bien, il faut le garder, il faut lui montrer qu'on l'aime aussi. Mais surtout, il faut être sûr de garder cette amitié franco-russe, qui est quelque chose d'extrêmement important et qui nous permette et qui nous donne une chance unique, investisseurs français en Russie, d'être appréciés par les autorités, mais surtout par les Russes qui nous reçoivent. Merci beaucoup Emmanuel de votre temps, de votre présence et nous espérons que la communauté française ne fera que grandir dans les années à venir à Moscou, en Russie. Mais nous le souhaitons aussi. Merci beaucoup et bravo pour votre français. Vous êtes gentil.